merci beaucoup donc de m'avoir convié. Et je suis un petit peu confuse d'arriver maintenant et d'avoir pas assisté aux séances du matin. Bon, mais j'étais j'avais d'autres contraintes. Et donc, je pense que mon exposé ne répétera pas celui de Marie-Jo, mais bon, il y aura sûrement des intersections. Hein, moi, j'avais proposé de réfléchir avec vous sur les mathématiques, sciences de l'esprit ou sciences du monde. Cette dichotomie sciences du monde, sciences de l'esprit, en fait, elle n'est pas indépendante, bien sûr, de la dichotomie sciences pures, sciences appliquées, sciences fondamentales, sciences finalisées. À certains moments, on a pu parler des problèmes mathématiques comme des problèmes qui se posent versus des problèmes que l'on pose, etc. Bon, donc c'est un petit peu cet ensemble d'oppositions, de polarités qui se déclinent à divers moments et de façon absolument récurrente dans l'histoire, on va le voir. Je crois que dans l'enseignement, dans la pédagogie, souvent ça prend la forme justement les mathématiques, une science formatrice de l'esprit pour les enfants, etc. Ou au contraire un savoir utile, ce qui n'est pas forcément toujours la même chose. Dans la recherche, dans le monde de la recherche et le monde, disons, académique, il y a eu beaucoup de controverses sur justement et de conflits, clairement, et même de conflits qui ont pris des allures de conflits culturels, j'y reviendrai, entre les mathématiques pures versus les mathématiques appliquées. Et puis dans le contexte contemporain, très contemporain, on a des versions clairement, alors là, très étroites. Les mathématiques, c'est aussi quelque chose pour le marché qui doit se développer, se breveter, s'inscrire dans les valeurs de la société contemporaine, si on peut dire, ou bien, au contraire, non, les mathématiques sont un monde à part, justement, exempt de cela. Bon. Évidemment, tout cela, a son origine dans un débat qui est philosophique, dont je vais dire quelques mots, même si mon exposé ne sera pas du tout principalement philosophique. D'abord parce que je ne suis pas philosophe, je suis historienne des sciences, et que ce n'est pas ma façon d'aborder les choses. Mais enfin, c'est quand même pour commencer, je crois que cette idée, cette dichotomie sur le statut des objets mathématiques, ça commence très très tôt, au moment de l'Antiquité grecque. On peut dire que brutalement, est-ce que les mathématiques, ça se découvre ou ça s'invente? Cette opposition-là, elle est exemplifiée ou réunie dans le dialogue, enfin, ou dans l'opposition Platon-Aristote, puisque Platon a refusé tout net une origine empirique des mathématiques, des objets plutôt de la géométrie mathématique, des nombres ou des relations mathématiques, alors qu'Aristote, lui, admettait cette origine, même s'il reconnaissait une idéalité des objets mathématiques, mais cette idéalité, elle venait d'un processus d'abstraction du sensible. Et donc, pour Platon, nous avons en nous-mêmes, nous sommes nés avec la connaissance en soi, hein, c'est ce qu'il dit dans le Phédon, et il oppose, si on veut, au cercle que l'on dessine sur du sable ou que l'artisan fait avec son tour, bien le cercle dans sa perfection, exempt de tout accident et auquel se rapportent nos images, mais ce cercle dans sa perfection ne vient pas pour Platon de l'abstraction du sensible, mais véritablement d'une faculté que nous avons en nous. Et donc, de ce point de vue-là, on est déjà dans cette dichotomie-là. Mais ce qui est intéressant, je crois,
à terme pour réfléchir au rôle que vont acquérir les mathématiques, c'est que dès cette époque, Platon attribue, accorde aux mathématiques un rôle, une vertu pédagogique extraordinaire, très très noble, puisque les mathématiques sont ont la faculté par excellence de pouvoir former les philosophes, et c'est-à-dire aussi de former les gestionnaires de la cité, puisque les philosophes sont les gestionnaires de la cité. C'est-à-dire qu'ils ont la puissance, la potentialité de convertir au sens propre, d'accorder les lumières, au sens de la compréhension, l'intelligibilité du monde. Et dans la République, qui est un texte d'organisation politique, plutôt, eh bien, les mathématiques, et c'est sans doute significatif de toute la civilisation occidentale dans laquelle nous sommes, dont nous sommes les héritiers, évidemment, dans ce dialogue de la République entre Socrate et Glaucon, eh bien, les mathématiques sont la science qui possède le pouvoir de convertir à la lumière, de permettre l'éclairement, et qui va donc aussi guider la politique, le politique. Donc, c'est une connaissance discursive qui s'élève au-dessus de toutes les autres. Et donc, la question de l'utilité des mathématiques interviendra quand même plus tard, dans le monde philosophique. Sera, parce que, principalement avec Descartes, puisque c'est la pratique des mathématiques qui conduit Descartes à, par exemple, énoncer les règles de la méthode. Elles ont une vertu d'utilité qui est directement investie dans la recherche de la vérité, parce qu'elles sont utiles. Donc, le rôle des mathématiques, en fait, je ne vais pas poursuivre de façon profonde cette question. Je veux dire, par exemple, le platonisme, la philosophie platonicienne des mathématiques, que les mathématiciens revendiquent, n'est pas exactement d'ailleurs celle de Platon. C'est pas exactement ça. C'est pas du tout le fait que les objets mathématiques, nous les ayons avant tout en nous-mêmes. Mais néanmoins, par exemple, je renvoie à un livre que vous avez peut-être lu à son époque, enfin il est paru il y a, je sais pas, 15 ans à peu près, qui était un livre qui s'intitule Matière à penser, qui est un dialogue entre Alain Cohn, donc mathématicien très important, médaille Fields, etc., géomètre, non, pas géomètre principalement, puisque c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur les algèbres de Lie, etc. Mais enfin, dans les disciplines très géométrico-algébrisées des mathématiques, dans les disciplines des mathématiques pures bourbakistes, et bien évidemment, Alain Cohn défend face à cet enjeu neurophysiologiste, pour qui les objets mathématiques sont des circuits dans le cerveau qui, à des moments donnés, se matérialisent pratiquement, parce qu'il a une philosophie matérialiste assez rigide, c'est le moins qu'on puisse dire, changeux. Le dialogue entre les deux, c'est vraiment le dialogue entre Cohn disant mais non, quand je fais des mathématiques, je me promène dans un univers qui à la fois existe en dehors de moi et que je découvre, et dont un des éléments de preuve pour lui, c'est l'extraordinaire cohérence des mathématiques entre elles, c'est-à-dire le fait qu'en partant d'un certain nombre de domaines des mathématiques, eh bien, on peut rencontrer d'autres résultats et qui ont été élaborés, construits, qui se sont développés à partir d'autres bases, à partir d'autres branches des disciplines mathématiques, et qui se rencontrent et qui finalement peuvent se traduire les unes dans les autres. Et cette extraordinaire cohérence de l'édifice mathématique, pour le mathématicien qui est Alain Cohn, c'est
une preuve de cette réalité platonique, ces réalités platoniciennes des mathématiques. Bon, je crois que beaucoup de mathématiciens, en tout cas des mathématiques pures, revendiquent plus ou moins cette philosophie. L'année dernière, nous avions été 4 à être interrogés dans... J'ai cherché ce matin désespérément dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas réussi dans le monceau de papier à la retrouver, un numéro de... Je crois que c'était Sciences et Vie, les cahiers de Sciences et Vie, un truc comme ça, qui avait fait sa couverture sur ça, les mathématiques, invention ou découverte. Vraiment un débat sempiternel, que je trouve personnellement totalement inintéressant. Mais bon, ils avaient pris 4 personnes, bon, j'en étais une, mais le mathématicien qui personnifiait la même position qu'Alain Cohn, dans ce contexte-là, c'était Jean-Pierre Bourguignon, qui disait ça. Quand je fais des mathématiques, je rencontre des objets qui sont là avant que je les ai pressentis, et je les découvre, ils ont une réalité, je ne peux pas dire de quelle réalité il s'agit, ce n'est pas une réalité empirique, c'est autre chose, etc. Et un petit peu différemment, parce que là on va rencontrer juste une petite variante de ça, un autre mathématicien qui s'appelle... Jean-Pierre Dehaye, je crois, je ne suis pas tout à fait sûre du prénom, qui est mathématicien, plutôt informaticien à l'université de Lille, donc il n'a pas exact Delahaye, Jean-Paul, voilà, Jean-Paul Delahaye, eh bien défendait une position pas tout à fait la même, plutôt parce qu'il n'a pas la même pratique des mathématiques, il ne travaille pas sur les mêmes branches, il travaille sur plutôt des questions d'algorithmique, de procédures, de relations à la machine, etc. Mais néanmoins, finalement, il retrouvait la même philosophie. Bon, sinon, les autres étaient Anouk Barberousse, philosophe qui, elle, disait bah non, les mathématiques, bon, c'est ce débat, j'y reviendrai parce que j'en parlerai tout à l'heure, il s'est développé à un certain moment, mais il n'est plus très intéressant. D'ailleurs, les mathématiques ne jouent plus un rôle énorme dans les sciences. Bon, je lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Et moi-même, je ne vais pas vous dire ce que je disais dans le truc, parce que je vais un peu le développer. Mais grosso modo, bon, je crois franchement que cette façon de tout le temps poser le problème n'est pas extrêmement intéressante maintenant, qu'il faut essayer. Enfin, elle est peut-être intéressante pour quelqu'un qui fait véritablement... qui va examiner... je crois qu'elle n'est intéressante que si on va très au plus près des nouvelles disciplines mathématiques, des nouvelles branches mathématiques, des nouvelles pratiques mathématiques, des nouvelles formes de modélisation mathématique, et qu'on discute de tout cela. Et là, on peut renouveler le débat. Sinon, on ne fait que un petit peu redire la même chose. Donc, voilà. Évidemment, pour compléter, là je crois que peut-être déjà Marie-Jo vous en a parlé ce matin, il faudrait parler des positions philosophiques qui sortent de cette dichotomie, mais qui sont les mathématiques comme langage, ou qui a été à un moment élaboré par les positivistes logiques et qui ensuite a été... bon, disons, sinon réfuté, mais qui a montré les insuffisances de cette position, la position de Wittgenstein, qui est différente de celle des positivistes logiques, même si au départ ils ont quelque chose de commun, mais pour qui, d'une certaine façon, qui s'oppose à la position classique et qui considère les énoncés mathématiques comme ni vrais ni faux, si l'on ne connaît pas leur démonstration, en dehors de la démonstration qui les fait advenir. Par exemple, l'énoncé mathématique, la conjecture de Goldbach, qui reste aujourd'hui une conjecture ouverte, quel que soit le nombre n, 2n peut s'écrire comme la somme de deux premiers, P plus P', il existe P et P' tel que 2n égale P plus P'. Cette conjecture-là, qui reste pour le moment non établie, ou son contraire non plus d'ailleurs, eh bien, pour un classique, elle est vraie ou fausse, même si on ne connaît pas sa démonstration. Pour Wittgenstein, eh bien, et d'ailleurs pour les philosophes des mathématiques qu'on appelle intuitionnistes, eh bien, on ne peut pas avoir une idée de la vérité de cette
énoncé indépendamment de sa démonstration. Et donc la compréhension même des mathématiques n'existe pas en dehors de la démonstration qui advient. Le mathématicien, de ce point de vue-là, pour Wittgenstein par exemple, est un inventeur, c'est un inventeur de connexions, ce qui est différent de la philosophie mathématique classique qui considère que les mathématiciens sont des découvreurs de connexions, d'objets, etc. Voilà. Donc, par exemple, pour Wittgenstein, il conçoit les mathématiques plutôt comme des règles grammaticales. Il ne s'agit pas d'un langage au sens de Carnap et des positivistes logiques, mais quand même des règles grammaticales. Et il propose une philosophie des mathématiques ou si vous voulez, par exemple, les applications des mathématiques, pour lui, c'est que les mathématiques créent des formes de description du monde. Elles sont plutôt prescriptives du monde. Hein. Elles donnent une forme, une morphologie au phénomène. Elles imposent une grammaire. Elles ne décrivent pas des faits. Donc, il sort, si vous voulez, de cette dichotomie invention ou découverte, par certains côtés, mais néanmoins, le mathématicien invente des connexions, invente des règles qui articulent des formes nouvelles. Voilà. Donc, par exemple, la question « est-ce que la nature est mathématique ?» c'est une question qui n'a pas de sens pour ce philosophe-là. Donc, bon, cette petite digression en introduction, c'est pour montrer que ce n'est pas évident cette discussion sur invention, découverte, science de l'esprit, etc. Et que à divers moments historiques, cette discussion, ces questions qui ont toujours été récurrentes, qui sont toujours revenues sous diverses façons, ont eu des réponses distinctes qui ont coexisté. Bon, c'est cette promenade un petit peu historique que je me propose de faire avec vous, avec des moments qu'on visitera un petit peu plus attentivement que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que le caractère antagoniste des réponses, le caractère, comment dire, contradictoire des réponses, c'est ça ou ça, il faut choisir, il n'a été véritablement, il n'est apparu que assez récemment, que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Auparavant, finalement, coexistaient des réponses distinctes, mais considérées comme compatibles entre elles. Je crois qu'on peut dire que jusqu'au début du XIXe siècle, la contradiction, par exemple, entre mathématiques pures et mathématiques appliquées, ou mathématiques qui se développent par les problèmes que pose l'esprit, et mathématiques qui viennent du monde, ce n'est pas tout à fait la même déclinaison, mais disons que cette opposition-là n'existe pas, en tant qu'opposition irréductible. Hein, tous les travaux historiens qui se sont développés sur la période, par exemple, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, et qui sont 16e, 17e siècle, montrent que les mathématiciens de ces époques s'occupaient à la fois, et tout à fait en même temps, de problèmes d'artillerie, de problèmes de fortification, de problèmes de navigation, etc., et avaient en même temps des interrogations proprement philosophiques, des querelles philosophiques même, sur la certitude des mathématiques, la façon dont les mathématiques se développaient dans l'esprit, les mathématiques mixtes, ou bien même des querelles, bien sûr, sur le calcul des indivisibles, et plus tard sur le calcul infinitésimal. Donc, cette coexistence-là de la conception des mathématiques à la fois comme un objet, un instrument à vocation opérationnelle sur le monde, au service d'autres pratiques ou d'autres disciplines, et comme un outil, et comme une science en elle-même, qui définit ses propres objets et se développe selon une dynamique propre, ce double caractère des mathématiques existait
et ne posait pas de problème, même si les philosophes, effectivement, l'interrogeaient. C'est-à-dire, même si les philosophes ont pointé cette ubiquité des mathématiques qui est à la fois une science du monde et une science de l'esprit. Et je crois qu'on peut dire aussi que les mathématiques comme un outil au service d'autres pratiques ou d'autres disciplines, la conception de cet outil était fortement différenciée suivant les domaines et les disciplines où cet outil était impliqué, investi. C'est-à-dire que par exemple dans l'art de la guerre ou dans celui de la navigation, il y avait bien d'autres outils. Il n'y a pas que les mathématiques. Et c'est un instrument parmi d'autres, utilisé plutôt de façon pragmatique. Par contre, en astronomie et en cosmologie, on sait très bien que les mathématiques ont permis très longtemps, de Ptolémée à Copernic, donc pratiquement pendant 17 siècles, de sauver les phénomènes, c'est-à-dire qu'elles avaient une valeur prédictive, elles n'avaient pas une valeur de dire la réalité du monde. Elles étaient un outil pour sauver les phénomènes, pour permettre de dire les retours des planètes, les déplacements, etc. Mais elles n'avaient aucune valeur de dire la vérité du monde. Et que la grande coupure Copper-Galilée, en justement passant de statut d'astronome à celui de philosophe naturel de la cour de Médicis, c'est justement cette fois, elle s'incarne dans cette fameuse phrase « la nature est écrite en langage mathématique », c'est-à-dire de conférer un rapport d'ontologie des mathématiques au monde. La nature s'écrit en langage mathématique évidemment ce rapport que je dis d'ontologie et que plus tard un certain nombre de philosophes, quand ce ne sera pas seulement la mécanique et la philosophie naturelle mais la physique, diront le rapport absolument singulier des mathématiques à la physique qui n'existe pour aucune autre discipline, etc. C'est un rapport constitutif. C'est un rapport de constitution. Ça, c'est justement une thèse que l'on peut considérer, c'est ce que, par exemple, Husserl a fait, de dire c'est une thèse métaphysique qui est indémontrable à jamais et qui a façonné, si l'on peut dire, toute la science occidentale. Est très importante. Alors, je vous renvoie par exemple à un très beau texte, que j'aime beaucoup moi, ancien maintenant, de Jean-Marc Lévy-Leblond, je ne sais plus dans quel livre, je crois qu'il avait été publié dans un livre de poche du Seuil, et ensuite il est plus ou moins repris dans son livre chez Gallimard qui s'appelle Au contraire, où il s'interroge sur ce rapport constitutif, comme on dit, unique, singulier, des mathématiques à la physique, en parcourant, en revisitant la nature du rapport des mathématiques à la physique. Évidemment, donc pour lui, c'est pas un rapport de langage, c'est pas un rapport d'application, c'est un rapport de constitution, mais pour lui, pas seulement pour lui, c'est ce qui s'est dit de plus en plus. Et il s'interroge sur ce rapport qu'il considère dans l'ensemble comme acceptable, mais avec beaucoup de bémols. Et ce sont ces bémols qu'il examine dans le texte. Alors par exemple, il montre qu'il y a un polymorphisme des mathématiques de la physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un phénomène physique ou un concept physique qui s'exemplifierait dans un seul, de façon unique, dans un concept mathématique ou dans une expression mathématique. Chaque concept physique peut avoir plusieurs traductions mathématiques. Il n'y en a pas un qui a sa vérité plus profonde que les autres. Et par exemple, si on regarde la dynamique conservative de la gravité, gravitationnelle, l'exemple des équations de Newton, de la formulation newtonienne, mais aussi de la formulation variationnelle lagrangienne, mais aussi
de la formulation hamiltonienne. Voilà 3 formulations dont on peut démontrer mathématiquement qu'elles sont équivalentes, mais du point de vue physique, elles ne sont pas équivalentes. Elles sont arrivées à des moments différents, enfin distincts, et elles résolvent à chaque fois des problèmes distincts, un peu nouveaux, et qui ne se disent pas de la même façon. Et donc elles sont nées... il n'y a pas, disons, une axiomatisation de la physique unique qui aplatirait les 3 formulations et les rendrait totalement équivalentes, même si en mathématiques, dans l'univers des mathématiques, elles le sont. Et donc, les principes et les lois, par exemple en physique, ont une mobilité et une variabilité relative beaucoup plus grande qu'en mathématiques. Donc ça, c'est d'abord pour le polymorphisme mathématique de la physique. Dans l'autre sens, on peut dire qu'il y a aussi la plurivalence des mathématiques en physique. Ça, c'est bien connu. C'est-à-dire les mêmes équations mathématiques traduisent ou expriment des phénomènes physiques très différents. L'équation de Poisson, l'équation des ondes, etc., qui peut à la fois régir des phénomènes de vibration mécanique, de vibration électrique, ou bien d'autres. Et Feynman, par exemple, a souligné le caractère approximatif de cette plurivalence. C'est-à-dire que c'est par un processus général d'approximation et d'abstraction qu'on raplatit divers phénomènes physiques pour qu'ils conduisent à des mathématisations strictement analogues. Donc, par exemple, Feynman explique qu'il n'y a pas de préexistence des structures mathématiques par rapport au concept physique. Cette préexistence n'existe pas, dit-il. Il y a un double mouvement entre mathématiques et physique, d'aller et retour, un processus de synergie réciproque, une tâche de refonte et d'épuration qui aboutit, par exemple, au corpus de la physique mathématique de certains domaines. Voilà. Donc là aussi, le rapport de la physique aux mathématiques, certes, constitue une détermination spécifique de la physique, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une harmonie préétablie comme cela, c'est aussi un travail de construction réciproque qui se fait dans l'histoire, dans des écoles scientifiques données et qui finit par converger dans des constructions cohérentes. Les disciplines frontières, par exemple chimie, physique, biologie, biophysique, géophysique, n'ont pas des objets radicalement différents de la chimie, de la biologie ou de la géologie, mais ils ont des conceptualisations, enfin le rôle des mathématiques dans la conceptualisation de ces disciplines, lui, est présent par l'intermédiaire de la physique et confère justement une distinction là. Donc c'est pas une distinction d'objet, c'est une distinction de conceptualisation. Bon, enfin tout ça pour dire qu'à la fin du XVIIe siècle, pas à la fin, mais au cours du XVIIe siècle, ça commence avec Galilée et puis ça se développe, ce rapport qui se veut d'ontologie, des lois du monde, écrites en langage mathématique, etc., ça va un peu changer, je dirais, pas immédiatement, mais changer le statut des mathématiques dans l'ensemble des sciences occidentales. Et aussi une certaine autorité singulière des mathématiques qui se profile derrière cette thèse, pour reprendre l'expression de Husserl, invérifiable à jamais. Bon, donc au cours du XVIIIe siècle, on peut dire que quand même, les mathématiciens du XVIIIe, que ce soit les Bernoulli, Euler, d'Alembert et Lagrange et bien d'autres, continuent à la fois à s'occuper de problèmes pratiques, d'astronomie, de mécanique, de fluides, de vent, d'acoustique, de tas de choses comme ça, du monde, si on peut dire, tout en à la fois forgeant tout en développant aussi, pour certains d'entre eux, des questions dont ils ne voient aucune application, qui viennent de leur esprit,
bon, évidemment, les choses les plus symptomatiques, comme exemple, ce sont les domaines de la théorie des nombres, par exemple les formes quadratiques, tout ce qui est le début de la théorie des nombres, d'abord avec Lagrange, puis ensuite il y aura Gauss et bien d'autres. Donc ils peuvent légiférer sur l'ensemble du corpus, avoir des activités théoriques, ils peuvent directement travailler sur des questions du monde, et ils peuvent aussi avoir un certain nombre d'activités purement conceptuelles et de travaux très abstraits, sans qu'il n'y ait hiérarchie de valeur entre toutes ces activités mathématiques, sans qu'un résultat dans un certain domaine soit considéré comme plus valable, plus prestigieux, meilleur, plus difficile, etc. qu'un autre. Hein, ça, je crois que c'est très important de voir ça, parce que c'est cette question qui va modifier le paysage mathématique. Donc, je crois que ça, c'est bien connu, que la première dichotomie relative à la nature des mathématiques interviennent dans le contexte de l'école polytechnique au début du XIXe siècle. C'est pour la première fois, ça surgit de manière conflictuelle à l'occasion d'un débat sur le caractère de l'enseignement de l'école polytechnique. Quel doit-il être? C'est là que deux conceptions s'opposent, celle que Bruno Bellost a appelée l'école de Monge versus l'école de Laplace, parce que ce sont ces deux mathématiciens qui en étaient les figures de proue, enfin dans l'expression de ce que devait être cette école, cette nouvelle école issue de la période révolutionnaire. Évidemment, pour Monge, les considérations théoriques devaient toujours aller avec leurs applications. Bon, il était un héritier de l'encyclopédie, qui avait évidemment travaillé beaucoup sur les arts mécaniques à l'école du génie de Mézières, et qui voulait conférer notamment à la géométrie descriptive un statut central pour les ingénieurs qui allaient se former à l'école polytechnique. Tandis que Laplace, qui lui est fidèle à la conception traditionnelle des formations des ingénieurs comme élite scientifique de la nation, au service enfin, dont la légitimité repose avant tout sur la maîtrise d'un savoir théorique, et au contraire l'avocat d'un savoir mathématique extrêmement abstrait. Et donc, bon, là, on a véritablement un conflit, et on peut dire que la conception des mathématiques nouvelles, par exemple défendue par Condorcet, et qui illustre bien d'autres mathématiciens à l'époque de l'Académie, émerge de tous ces débats. Les mathématiques, ça va être une science qui peut s'appliquer à une autre science, par exemple l'analyse à la géométrie, l'analyse à la mécanique et à la physique, la théorie des probabilités à la mécanique céleste, c'est ce que va faire Laplace, les mathématiques, la théorie des probabilités et les mathématiques de façon plus générale s'appliquer aux sciences morales, mais une science peut aussi s'appliquer à un art. La géométrie au dessin, ou bien l'astronomie à la navigation. Donc cette alternative entre école de Monge et l'école de Laplace, elle se discute et elle s'approfondit au moment même où se précise le positivisme scientiste d'Auguste Comte, lui-même issu de l'école polytechnique, enseignant et examinateur dans cette école, qui joue un rôle important et qui dessine une hiérarchie des disciplines dans lesquelles, au sein de laquelle les mathématiques jouent un rôle absolument central, puisqu'ils sont à la base de la chaîne des disciplines, et en même temps elle ouvre cette liste, cette classification, et donc premier terme et base de la classification. Donc elle constitue, et je cite Auguste Comte, l'instrument le plus puissant que l'esprit humain puisse employer dans la recherche des phénomènes naturels, et par leur rigoureuse universalité, dit Auguste Comte, elles vont
offrir le meilleur modèle de ce que peut et doit être une science. Donc les autres sciences physique, chimie, physiologie, sociologie seront classées selon le degré d'abstraction de leur phénomène et le degré de mathématisation des lois qui vont en résulter. Donc, on peut dire que là, il y a par exemple, dans l'enseignement, et je crois que bon, pour vous qui êtes dans l'enseignement, c'est toujours quelque chose qui est là, qui n'est pas si loin de notre conception. C'est imposer un certain esprit de la discipline là, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire les applications, il suffit d'avoir un horizon d'application. Donc, c'est explicite dans cette conception qui s'impose à l'école polytechnique au début du XIXe siècle. La notion d'application efface la barrière entre le fondamental et le vraiment pratique. L'enseignement peut rester résolument abstrait et théorique, il suffit qu'il y ait un horizon d'application et on va abstraire pour mieux appliquer. Ça, c'est pratiquement un peu un mot d'ordre, un leitmotiv, un motto qui est dans l'enseignement de l'école polytechnique. Bon, j'avance un petit peu. Donc, je crois que au cours du XIXe siècle, il y a un débat sur ce qui constitue le développement des mathématiques qui éclate à l'occasion aussi du discours préliminaire de Fourier au moment où il dit, et évidemment les mots sont pas neutres, l'étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques. Non seulement cette étude, en offrant aux recherches un but déterminé, a l'avantage d'exclure les questions vagues et sans issue, elle est encore un moyen assuré de former l'analyse elle-même. Et quelques années plus tard, Jacobi lui répond, ceci est maintenant extrêmement connu, je crois, c'est-à-dire en 1830, donc le texte de Fourier de 1822, et en 1830, Jacobi en Allemagne lui répond « Monsieur Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels, mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain. » Et que sous ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question du système du monde. Donc là, je crois qu'on a vraiment les éléments réunis, si vous voulez, science pour l'honneur de l'esprit humain, science pour l'utilité publique, pour que une certaine tragédie, je dirais, de l'opposition interne aux mathématiques, entre le pur et l'utile, puisse se dérouler. Il y a vraiment une sorte de drame qui est déjà planté, un décor est planté. Bon, il ne va pas tout à fait se jouer immédiatement, il va se jouer pratiquement plus tard, mais on a les éléments, et les éléments, ils vont s'approfondir, se cristalliser au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Vous savez qu'au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, un peu le flambeau des mathématiques et de la science, de façon plus générale, passe de la France, qui était la capitale, enfin de Paris, capitale scientifique de l'Europe, entre 1800 et 1840, et qui, là, doit céder la place parce que le système universitaire français ne suit pas, que les écoles, les grandes écoles, ça a sa vertu, mais que finalement, le système universitaire allemand va montrer sa puissance et sa diversité aussi. Et donc, en particulier en mathématiques, c'est à Berlin, à partir de 1850, avec Weierstrass, Kummer, Kronecker, etc. Et puis un petit peu plus tard, à partir de 1870-80, à Göttingen, que véritablement le centre des mathématiques se situe et que la pratique des mathématiques, parce que aussi Kummer, Kronecker vont développer des disciplines très abstraites, théorie des nombres, algèbre, le début de la géométrie algébrique, etc. L'essor de ces disciplines favorise une figure de mathématicien universitaire plutôt isolé de l'interaction avec les autres disciplines, se comportant dans sa pratique de séminaire, etc., à la manière des philosophes,
des séminaires de philosophie en Allemagne, et surtout, bon, alors en Allemagne, cette figure n'est jamais unique, elle coexiste avec bien d'autres, et elle coexiste avec bien d'autres centres qui font un peu autre chose, à Königsberg, là où, enfin bon, dans divers endroits, là où Dirichlet et Riemann se trouvent, à Göttingen aussi, etc. Donc, et ensuite, quand Klein et Hilbert se trouvent tous les deux à la fin du 19e à Göttingen, bah, là aussi, ils symbolisent un peu une alliance à la fois étroite et de deux figures complètement, enfin, relativement opposées, puisque Klein est très investi dans les mathématiques appliquées, dans les relations avec le monde de l'entreprise, avec le monde, y compris le monde social et politique allemand, et que Hilbert a une position très différente, très donnant aux mathématiques une très grande importance, mais évidemment cultivant une hiérarchie des disciplines, une vision des disciplines qui sera comment dire, développée par les fameux 23 problèmes en 1900, qui confèrent une vision pour les mathématiques du XXe siècle, où les mathématiques fondamentales, théoriques, etc., est particulièrement considérées comme au fait de la hiérarchie des disciplines et des valeurs. Bien, donc comme je vois que le temps passe, je voudrais essayer de passer au moment où, donc on voit que là, bah, le décor a été planté dans la première moitié du 19e, bah, les choses se sont développées, enfin, disons de façon un peu divergente, suivant les pays, les écoles, etc. Entre 1850 et puis on peut dire 1930. Bon, puisque entre 1910 et 1930, vraiment, la patrie mondiale des mathématiques se trouve à Göttingen. Et comme je vous l'ai dit, à Göttingen, il y a cette alliance entre Klein et Hilbert, mais quand même une vision des mathématiques hilbertiennes, axiomatiques et structurales, etc. Et puis, la très grande coupure, l'événement massif qui va changer ce paysage, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que, bon, là, maintenant c'est bien connu que la Deuxième Guerre mondiale a eu une importance absolument décisive aux États-Unis pour le développement des mathématiques appliquées. C'est le watershed of applied mathematics, c'est-à-dire c'est la vague déferlante des mathématiques appliquées qui se déploie pendant les années de guerre. Puisque le gouvernement américain, les directions des agences militaires, etc., ont mobilisé la communauté scientifique pendant ces années-là, alors que dans aucun pays au monde, évidemment, ça n'a pu avoir lieu de la même façon, pour les raisons que vous pouvez imaginer. En France, parce que nous étions envahis et que on ne s'occupait pas vraiment d'un effort scientifique. Il y en a eu, mais pas particulièrement chez les mathématiciens, même si maintenant on commence à regarder ce que c'est. Mais tout ça reste très ténu par rapport à cet énorme effort qui se développe là-bas. En Allemagne, c'est autre chose. Enfin bon, mais là, j'ai pas le temps de tout développer, bien sûr. Mais aux États-Unis, bon, là, je vous renvoie au livre que nous avons publié, Dominique Pestre et moi-même, il y a 3-4 ans, qui s'appelle « Les sciences pour la guerre » et qui fait un peu un tour des sciences, bon, principalement d'ailleurs, pas seulement mathématiques, parce qu'il y a l'économie, la théorie de la formation, la théorie, le code génétique, les ordinateurs, etc., mais tout ce qui se passe autour quand même d'une pensée du calcul, aux États-Unis, bon, après toute la vague historiographique qui avait déjà eu lieu sur la physique, déjà depuis 15 ans. C'est-à-dire que depuis même les années 80. Donc depuis les années 80, il y avait eu une première vague historiographique qui avait montré comment la Deuxième Guerre mondiale, pour la science américaine, évidemment, c'est un cataclysme qui va la propulser à la première place de la science, de science au monde, par sa puissance, ses financements, son hégémonie internationale, etc. Mais aussi ses pratiques, ses modes de faire,
ces alliances sociales et politiques, cette alliance très étroite, nouvelle, qui s'est faite entre physiciens, politiques et militaires. Bon, tout ça, ça avait été déjà bien étudié, il y a eu pas énormément de livres, Los Alamos, etc. Bon, le laboratoire du MIT sur le radar, des tas de livres ont déjà documenté très très bien ce cataclysme, mais une deuxième vague historiographique dans laquelle notre livre s'est inscrit, d'une certaine façon, ça a été quelque chose qui s'est passé dans les années, à partir de 95 et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'a essayé d'explorer justement l'univers des mathématiques, cet univers immense qui s'est déployé à partir des années 40 et jusqu'à la fin des années 70. Bon, c'est pas fini, hein, mais disons qu'il y a une certaine unité jusqu'à la fin des années 60 de cet univers-là, parce que un certain nombre d'outils scientifiques, mathématiques, du calcul, qui s'étaient développés pendant les années de guerre, dans les groupes organisés par l'Office of Scientific Research and Development principalement, mais aussi un peu en Angleterre, autour de la recherche opérationnelle, l'analyse des systèmes, etc. Les groupes le Statistical Group de Columbia, enfin bon, un certain nombre de groupes comme ça, je vous renvoie à tous ces travaux-là. Il s'est agi après la guerre, finalement, d'élargir tout ce qu'on avait appris dans la gestion de la guerre, à la gestion du social, la gestion de l'économie, la gestion de tout, de l'homme, y compris de l'homme. C'est-à-dire, c'est aussi les sciences sociales et humaines, la psychologie sociale, la théorie des jeux appliquée au conflit humain, à la guerre stratégique. Tout ne va pas marcher, c'est-à-dire tout ne va pas être un succès extraordinaire, mais il y a cette volonté immense, cette ambition absolument incroyable des mathématiciens aux États-Unis, de ces mathématiciens-là. Parmi eux, je vais citer deux personnes dont je parlerai un petit peu plus. C'est évidemment von Neumann et Norbert Wiener. Von Neumann, qui est un mathématicien d'origine hongroise, arrivé aux États-Unis en 1933, qui était un mathématicien pur, qui avait fait l'axiomatisation de la mécanique quantique, un certain, enfin, si on peut dire, mathématicien très théorique, et qui, à partir de 1933, comprend, ou en tout cas pressent, qu'il va y avoir un basculement, et il va accompagner et être la transition exemplaire, si on peut dire, de ce basculement des mathématiques pures vers les mathématiques appliquées. Alors lui-même, il opère une reconfiguration de ses intérêts entre ordinateur, théorie des fluides, enfin hydrodynamique, etc., et algorithmique, puisqu'il va à la fois être très très investi dans des domaines de type théorie des explosions, théorie des ondes de choc, modélisation des réactions nucléaires, etc., etc. Ce qui est a priori des mathématiques appliquées du type, je dirais, du 19e siècle, si on peut dire, hein. C'est-à-dire les équations aux dérivées partielles, de l'hydrodynamique, de Navier-Stokes, etc., etc. Mais avec l'ordinateur, et vous savez qu'il est le père il est à l'origine de l'architecture moderne des ordinateurs, qui sépare l'architecture logique de la machine de Turing des machines elles-mêmes. Hein, et c'est en allant visiter le premier ordinateur construit par des ingénieurs électriciens en 1944 qu'il a fait ce travail et élaboré cette question. Donc, et il va continuer, et il va construire à Princeton un ordinateur juste en 1946. Ce programme-là d'Electronic Computer va être mené en même temps qu'il s'occupe de météorologie et du grand programme pour construire le Meteorological Project, c'est-à-dire un programme qui consiste à essayer d'aboutir à la prévision météo du temps pour tout le territoire américain, évidemment en moins de 24 heures.
c'est-à-dire 24 heures à l'avance. Bon, et ça, bon, je ne vais pas décrire tout cet effort, mais qui est à la fois un effort théorique, numérique, et évidemment d'algorithmes, etc., parce qu'il a pressenti que les ordinateurs, ça allait changer tout du point de vue des sciences du numérique. Hein, les bons algorithmes pour le calcul à la main, c'est plus du tout les bons pour l'ordinateur, parce que les questions des mémoires ne sont pas les mêmes, un certain nombre de choses, il y a des choses qui occupent de la place dans les mémoires, etc., et le calcul à la main. Donc tout cela, bon, maintenant est bien connu. Mais enfin, von Neumann est à l'origine de cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est que von Neumann est aussi à l'origine de la cybernétique. Donc je voudrais parler de ça parce que là, on retrouve deux choses. À la fois, sciences du monde et sciences de l'esprit, dans un contexte qui est le contexte, justement, de ce que j'appellerais l'économie de guerre des sciences. Les sciences ont été saisies d'une véritable économie de guerre, pas seulement dans les années de guerre, mais ça a continué aussi dans les années de guerre froide. Parce qu'aux États-Unis, la guerre froide a été une guerre psychologique, une guerre des esprits, une guerre mentale. Et en particulier, y compris dans les pratiques, dans la façon dont les scientifiques se sont, se sont investis là-dedans. La guerre de Corée, enfin chaque fois que les années 50, la période du macartisme, la guerre de Corée, et ensuite, ensuite ça a été le lancement du Spoutnik en 57, traumatisme de la société américaine, et en particulier du monde scientifique, qui relance la compétition exacerbée entre l'Est et l'Ouest, et qui fait que les scientifiques américains, y compris des gens comme von Neumann, etc., et d'autres, vont être complètement mobilisés dans cette course de vitesse, qu'ils considèrent être cette course de vitesse pour gagner la compétition scientifique et donc aussi la suprématie, etc. Alors, ce qui est intéressant, si je parle un peu de la cybernétique, qui finalement est mal connue. Elle est mal connue, elle est mal connue comme ça. Évidemment, il y a des spécialistes qui la connaissent très bien, mais je veux dire, elle n'a pas la notoriété forcément, ou la les gens n'ont pas forcément la familiarité que l'on a pour d'autres domaines. Alors, le groupe cybernétique, c'est qui et c'est quoi? On peut dire que d'abord, ça tourne autour des analogies, si on peut dire, maîtrisées entre l'homme et la machine. Les hommes, les hommes principalement en considérant le système nerveux et les machines artificielles, et que cette préoccupation des analogies maîtrisées entre hommes et machines est issue de la rencontre entre deux préoccupations majeures. L'une, c'est la modélisation, la métaphore, disons, on peut la résumer sous la métaphore, le cerveau fonctionne comme un ordinateur. C'est vraiment un raccourci métaphorique. Et elle s'origine dans un mémoire de McCulloch et Pitts, qui a été un physiologue, philosophe, médecin McCulloch, et un mathématicien Walter Pitts, en 1943, qui est donc c'est le premier modèle du cerveau comme réseau neuronal. Et ce mémoire va se poursuivre dans un travail de von Neumann sur la théorie logique des automates en 46, 47. Donc ça, c'est la première veine. Et la deuxième veine, ce sont des travaux, principalement de Norbert Wiener avec deux autres personnes. L'un est un ingénieur qui s'appelle Bigelow et l'autre est un médecin, là aussi, qui s'appelle Rosenblut, qui était à l'école Health Institute de Harvard. Norbert Wiener était au MIT. Et ce groupe-là, lui, insiste sur les moyens de communication et de contrôle, c'est-à-dire en gros les questions de feedback et de message, dans les systèmes qui comportent des hommes et des machines,
et qu'il n'est pas, du point de vue de ces notions, de messages, de feedback, pertinent de séparer. Hein. Et ça va donner le fameux ouvrage de Norbert Wiener en 1948, Cybernetics, or Control and Communications chez l'homme et l'animal. Non, non, c'est la machine et la machine. L'animal et la machine. Oui, bien sûr. L'animal et la machine. Oui, justement, c'est exactement ne pas distinguer justement de. Voilà, il n'y a plus d'esprit, exactement. Bon, alors donc, ce qui est intéressant, donc là, avec ces 3 ou 4, enfin ces 5 noms que j'ai cités là, 6 exactement, hein, von Neumann et Wiener qui sont les deux plus importants. McCulloch et Pitts d'un côté, de l'autre côté, Bigelow, etc. Ils vont former le groupe cybernétique et à partir de 1947, pendant pratiquement 10 ans, vont se réunir avec vont s'adjoindre un certain nombre de gens, des anthropologues, des physiologues, quelques autres médecins, des économistes aussi, qui vont se réunir, donc le groupe cybernétique. Donc là, je crois qu'on peut vous renvoyer à 2 ouvrages pour ceux que ça intéresse. Il y a qui sont d'ailleurs les 2 du même auteur, qui s'appelle Steve Himes. Steve Himes avait commencé par faire une biographie croisée de von Neumann et de Wiener. Pourquoi croisée? Parce que finalement, ils ont exactement le même âge. Ils sont pas morts au même moment parce que von Neumann est mort prématurément en 1957, mais ils ont, ils ont traversé les mêmes domaines scientifiques, ils ont été investis dans les mêmes questions, en particulier la cybernétique, mais pas seulement, les sciences de la vie, les ordinateurs, les questions d'ingénieurs, mais aussi les mathématiques pures et l'analyse. Donc il regarde parallèlement les 2 vies, et puis comment ils réagissent aux mêmes questions, qu'est-ce qu'ils élaborent, leurs théories, leurs réactions aussi politiques, etc. Voilà, ça c'est la biographie qui est assez passionnante, même si elle est à mon avis très manichéenne, c'est-à-dire finalement von Neumann est le méchant et Norbert Wiener est le gentil. Mais bon, là c'est un peu exagéré, mais en tout cas c'est très agréable à lire. Et ensuite il a eu accès aux archives des conférences Macy sur le groupe cybernétique et il a dépouillé ça et ça s'appelle le groupe cybernétique, ce 2e ouvrage qui est paru dans les années 90. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que cette première veine là si on peut dire la question qui part, disons le modèle du cerveau, hein, qui commence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle de principe du cerveau, hein, sous forme de réseaux de neurones qui sont idéalisés, hein, c'est-à-dire que évidemment les 2 auteurs assignent aux neurones une fonction purement calculatoire, en les dotant d'un certain opérateur logique, et puis chaque neurone est connecté par des synapses aux autres, et reçoivent des impulsions, et si la somme des impulsions qui sont pondérées en 0 ou 1 dépasse un certain seuil, il se met en activité, et sinon il reste, il n'est pas... Il a un seuil d'excitation. Donc le langage du mémoire est très compliqué, et ensuite, parce que c'est celui du calcul des propositions de Russell, mais disons que ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que à la fois, et ça nous ouvre, c'est pour ça que j'en parle, et puis parce que j'avais dit comme titre Sciences de l'esprit, évidemment on a l'impression que c'est autre chose, mais non, c'est en même temps les mathématiques implantées dans l'esprit. C'est quand même cela qui est assez extraordinaire. Et von Neumann décrit le mémoire de McCulloch et Pitts comme un mémoire où il s'agit d'appliquer l'axiomatique des mathématiques pour faire cela. Il dit, McCulloch et Pitts voulaient traiter des neurones, ils décidèrent qu'ils ne souhaitaient pas s'attacher aux caractéristiques physiologiques et chimiques d'un neurone réel, dans toutes ses complexités. Ils ont eu recours à ce qu'on nomme en mathématiques la méthode axiomatique, qui consiste à énoncer un certain nombre de postulats simples et à ne pas se préoccuper des moyens dont la nature se sert pour réaliser l'objet en question. Hein? Donc la première partie du problème, à savoir la compréhension
des processus élémentaires qui affectent un neurone, les déterminations proprement physiologiques, chimiques, biochimiques, etc. Bah, tout ça, ça relève de la méthode axiomatique. À la limite, ce n'est pas le mathématicien. Hein. C'est le mathématicien, il pose des axiomes, et la justification de ces axiomes, c'est les autres scientifiques qui doivent la donner. Mais on accepte un modèle très simplifié, et ensuite on va le faire fonctionner et voir ce que ce modèle peut donner. Et qu'est-ce qu'on en est. Donc c'est vraiment intéressant, parce que c'est sur enfin je ne dis pas que c'est le seul, parce qu'il y a plusieurs exemples de modèles qui, exactement dans les mêmes années, sont totalement préfigurent l'extension énorme de la modélisation contemporaine. Mais ce qui est formidable, enfin ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est justement sur un modèle de l'esprit, si on peut dire, que une de ces premières formes de modélisation intervient et va ensuite se déployer. Donc et puis il distingue, parce qu'il y a ensuite donc von Neumann va développer lui-même, comme je vous l'ai dit, le mémoire dans un autre mémoire 3 ou 4 ans plus tard, en disant mais un cerveau, en fait un être vivant se reproduit. Il est doué d'une faculté exceptionnelle qui est la reproduction, donc la reproduction vivante. Et donc comment est-ce qu'on peut tenir compte de cela? C'est comme ça qu'il a fait un mémoire sur la théorie des automates autoreproducteurs. Et donc, dans le groupe Massey, à cette époque, qui existe au moment où le mémoire de von Neumann, lui, apparaît, eh bien, enfin, en tout cas, s'élabore, et ils ont des discussions sur les axiomes, qui doit dire quoi, et d'abord, est-ce que dans le cerveau, c'est des flux continus, l'afflux nerveux est continu, ou est-ce qu'il est discret, là? Alors, tout le monde, au bout d'un certain temps, est d'accord sur le fait que vraisemblablement, c'est continu. Parce qu'on sait que... mais il est essentiel, et là j'attire votre attention sur là aussi un moment déterminant, c'est qu'il faut, même si le flux est continu, adopter la modélisation binaire, enfin le choix binaire, le choix d'événements discrets. Parce que c'est ça, et ça c'est von Neumann a ça en tête, c'est ça qui permettra de passer à l'ordinateur électronique plus tard. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir cette idée de seuil, au-delà d'un certain seuil, ça passe ou ça passe pas, mais le choix binaire est déterminant pour toute la pensée du calcul et pour toutes les pratiques de modélisation qui viendront ultérieurement. Bon, donc je vois que je parle beaucoup, mais je crois que j'ai encore quoi, 10 minutes? Ou même pas? 5? D'accord. Bon, alors je ne vais pas non plus trop... Bon, le deuxième courant, enfin la deuxième veine, je dirais, sur la cybernétique, c'est effectivement... alors là, c'est directement les pratiques de guerre, puisqu'il s'agit de ce fameux prédicteur anti-aérien de Wiener, qu'il a essayé de construire avec Bigelow en 44-45, et que finalement, dans le contexte de la guerre, ils n'auront pas le temps, ils vont abandonner. Mais ce prédicteur anti-aérien, il s'agissait de quoi? C'était un appareil qui devait être posé au sol, alors que les ordinateurs électroniques n'existent pas encore, qui doit prédire, et sachant qu'il y a des avions qui vont attaquer, de les intercepter, de pouvoir les descendre, etc. Mais en même temps d'anticiper le fait que le pilote de cet avion va lui-même essayer d'échapper à la poursuite aérienne, et que l'appareil, enfin, ou du moins l'homme qui le commande, eh bien lui aussi doit anticiper l'anticipation. Donc on a ce système qui est un système unique, homme, prédicteur, avion, pilote, feedback, etc., qui est considéré comme un système homme-machine dans lequel il est inutile de distinguer justement cette question de l'homme et de la machine. Il faut les traiter ensemble, il faut les traiter comme un objet unique. Il ne se distingue pas, dira, comme me l'a rappelé Marie-Jo, il ne se distingue pas du point de vue
la question qui est essentielle, c'est la question du message, c'est la question du feedback, et ça n'a aucun intérêt là de savoir, de distinguer l'homme de l'animal, de la machine. Tout ça doit être traité ensemble. Donc, bon, je ne développe pas trop là-dessus. Je vous renvoie à plusieurs choses. Bon, évidemment, le bouquin que j'ai cité, mais aussi un ensemble de textes que je trouve extrêmement intéressants, parce qu'ils sont faits tous par des mathématiciens, pratiquement, qui s'appellent les sciences cognitives, textes fondateurs. Bon, il a été donné sous ce titre. Ce sont des textes tous élaborés entre 47 et 53 et qui ont été de von Neumann, de Wiener, de Shannon, de tous ces gens qui se répondent, qui se succèdent, etc. Et de McCulloch, qui continue à travailler et qui est là, de Pitts, etc. Et qui vont être à l'origine des sciences cognitives. Hein. Voilà. Donc, pour terminer, je termine pas parce que je suis obligé de m'arrêter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces années-là, bon, il y a tout ça, cette effervescence extraordinaire des mathématiques appliquées, de l'extension d'univers des mathématiques. Hein, bon, von Neumann, c'est les mathématiques s'appliquent à tout. Tout est susceptible d'un traitement mathématique, tout est susceptible d'une modélisation mathématique. C'est pour ça que quand Anouk Barberousse nous dit que les mathématiques c'est fini, bon, je crois qu'on est loin, on est très loin. Ou alors on a une conception des mathématiques très étroite, c'est-à-dire tout ce qui se fait sur ordinateur, du numérique, de la modélisation, ça ne serait pas de la pratique mathématique. Si, c'est de la pratique mathématique. Et donc, il dit ça, il dit en même temps, les mathématiques, les sciences, ça n'explique rien, c'est des modèles, et les modèles, il faut que ça marche. Il y a cette philosophie-là, cette conception-là de la science qui est une conception qui se développe énormément dans ces années-là. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a les Bourbaki en France, il y a les mathématiques pures qui essayent de garder leur prérogative, leur univers, leur développement, et leur légitimité, qui est très grande. Et évidemment aussi, ils sont très bien implantés parce qu'il y a des mathématiciens extrêmement forts et extrêmement prestigieux qui ont, je dirais, la direction des organisations internationales des mathématiques. Ils reçoivent les médailles Fields, etc. Donc là, je crois, et j'ai pas le temps de développer, je crois que j'ai pas mal écrit là-dessus, donc c'est assez, on peut s'y référer si ça intéresse quelqu'un, un conflit culturel très fort. Aux États-Unis, les deux choses peuvent coexister, parce que les États-Unis, c'est grand. Il y a plein d'universités. Les unes vont être des bastions des mathématiques appliquées, comme New York, le Courant Institute, etc. D'autres vont revenir aux mathématiques pures, l'Institut de Princeton, d'autres, etc. Et tout ça peut coexister. En France, ça coexiste mal, parce qu'il y a cette pyramide à la tête, il y a l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, et puis quand on a dit que la hiérarchie des bonnes mathématiques, c'était les mathématiques pures, et bien jusqu'au dernier département à Trifouilly-les-Oies, c'est comme ça. On va recruter un mathématicien pur plutôt qu'un autre. Et donc ça perdure jusque dans les années 70, où le contexte idéologique change, hein, pour des raisons que vous connaissez bien. Là, on change complètement, il y a une crise des postes, il y a une crise des vocations, il y a une crise de tout. Et donc là, au contraire, on va changer le pendule, mais avec la même radicalité qu'avant. C'est-à-dire, on va dire, bah non, c'est les mathématiques appliquées, etc. Et puis, on va essayer de renforcer cela. Et l'image même du bon mathématicien devient celui qui va à l'extérieur, qui a un esprit d'entreprise, qui a des contrats, qui ceci, qui cela. Et donc, alors que... et puis aujourd'hui, je crois que nous sommes encore dans une troisième période qui s'annonce, qui s'avance. Je ne sais pas exactement laquelle elle est, mais je pressens qu'elle est différente. Je pense que c'est intéressant que les exemples que vous ayez eus, ce soit sur la santé, sur des mathématiques liées à la santé, des mathématiques liées à l'environnement, des mathématiques liées à ce genre de problèmes, sont en train de devenir des choses très importantes, peut-être un petit peu, sinon au détriment, mais un peu pour calmer aussi la question de la seule innovation technologique. Enfin bon, c'est tout un débat que je vous laisse comme ça pour la discussion éventuellement, si on a le temps. Merci.